Un fléau qui touche aussi Israël. Il s'agit du divorce. 40 000 mariages par an, 11 000 divorces par an. Et oui, en Israël aussi. Pour en parler, un professionnel en la matière, le Rav Yaakov Raviv Dayan à Jérusalem est membre du Bet Din Ichud HaRabbanim pour les francophones. Et oui, quand vous avez un litige, vous pouvez aussi le régler en français. Il est avec nous. On est ravis de l'accueillir. Bonjour, bonjour. Rav Raviv, on est ravis, vraiment. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Il faut parler bien près du micro. Oui. Voilà. Alors, un sujet qui vous touche parce que c'est aussi, ça fait partie de votre quotidien. Vous accueillez beaucoup de couples qui veulent au tribunal rabbinique, qui veulent divorcer. Vous essayez par divers moyens, notamment grâce à une loi, je crois, qui est passée en 2006, si je ne m'abuse, pour aider les couples à ne pas 2014. divorcer. 2014, pardon. Les couples à ne pas divorcer, mais à avoir un recours à un médiateur. Donc c'est obligatoire même au tribunal rabbinique. C'est pour tout le monde. Oui, effectivement. Alors, c'est un sujet qui vous touche, forcément. Alors, c'est un sujet qui touche tout le peuple d'Israël, qui touche les rabbanim, qui touche les dayanim. Il faut vous rapprocher. Le Bet Din Ichud HaRabbanim, effectivement, a aujourd'hui 19 ans. L'idée a été de créer ici en Israël un tribunal rabbinique qui travaille avec les tribunaux rabbiniques en Israël et en diaspora, pour tous les sujets du judaïsme. Et bien sûr, on avait reçu déjà à l'époque, et on continue à l'avoir, la bénédiction des grands d'Israël pour pouvoir venir en aide à toutes ces familles francophones qui sont ici en Israël. Et aujourd'hui aussi, on est amené aussi à s'occuper aussi de dossiers de gens qui ne sont pas encore en Israël, qui font appel à nous. Effectivement, ce Bet Din-là a été créé à l'initiative du Rav Poultorak, que Dieu repose son âme, qui était le président des cours rabbiniques de Lyon. Et puis après, avec le Rav Shlamé, qui est le doyen des présidents des juges rabbiniques français. Aujourd'hui, c'est le doyen des juges rabbiniques européens, et qui, avec d'autres rabbanim, dont moi-même, on travaille depuis maintenant 19 ans dans tous les domaines français et francophones, que ce soit en Israël ou même en dehors même d'Israël. Alors, il faut comprendre en Israël qu'il y a deux structures juridiques, les tribunaux civils et les tribunaux rabbiniques. Et divorcer, en tout cas aller voir porter son dossier devant le tribunal rabbinique, c'est quelque chose qui a autant force de loi que d'aller dans un tribunal civil. Les gens ne comprennent pas très bien le distinguo, c'est un peu compliqué quand on n'a pas grandi ici, quand on ne connaît pas le système judiciaire, de s'y retrouver. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Et il y a beaucoup aussi de préjugés, de fausses idées peut-être. On dit que lorsque une femme est assignée par son mari devant le tribunal rabbinique, alors ça y est, c'est la fin, parce que les tribunaux rabbiniques sont beaucoup plus on va dire clément envers les maris. Ça, c'est peut-être une idée fausse, je ne sais pas, vous allez nous le dire. C'est parfois aussi, on raconte toujours qu'il faut courir, il faut déposer plainte tout de suite, ou en tout cas ouvrir un dossier pour divorce en premier quand on veut divorcer, parce que sinon c'est foutu. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on entend, et on voudrait avoir un peu plus d'éclaircissement et être un peu plus au fait de ces choses-là, quoi. Alors, déjà, il faut savoir qu'il n'y a aucune différence entre les décisions qui vont être données par un tribunal religieux ou qui va être donné par un civil, si ce n'est que le religieux, le dossier qui va arriver devant le Bet Din, il va être réfléchi et il va être jugé par 3 personnes, par 3 juges, qui va donner déjà une vision différente que si on avait une affaire qui va être jugée dans le civil par un seul juge. À savoir que la Torah, elle nous dit qu'un Bet Din se doit d'être de 3. Et que Kemutav Tlata Kechada Kahavina, ça veut dire que la force de ces 3, ils vont donner une démarche, ils vont donner une décision qui pourra être vue d'une manière à ce que lorsqu'on est 3, alors on peut avoir un avis qui est favorable, un avis qui est moins favorable. Donc il y a ce qu'on appelle le Da'at Harov et le Da'at Hamiyut. Ça veut dire qu'il y a
la façon de juger, de voir l'affaire général et celui donc avec l'avis d'un juge unique qui lui, des fois, peut donner un avis différent qui peut être aussi favorable. Alors là, vous rentrez déjà dans l'explication, mais juste pour nous, ça veut dire que les décisions prises par un tribunal rabbinique ou les décisions prises par un tribunal civil ont force de loi. En force de loi en Israël. C'est pareil. À 100%. Au-delà même de cela, il faut savoir que tout ce qui est la loi ici en Israël, et que tout ce qui est question de mariage et tout ce qui est question de divorce, c'est exclusivement dans les mains du rabbinat. Ça veut dire les mariages, le statut personnel, la judaïcité, les conversions, tout ce qui comporte donc le statut personnel, le mariage et le divorce, c'est dépendant du Beddin. Maintenant, quand on parle, ce qui est dépendant du Beddin, effectivement, ça peut être l'étape du guet, qui est la partie religieuse. C'est-à-dire, même si une personne qui va ouvrir un dossier au civil, il devra de toute manière passer, même si c'est en étape finale, c'est une étape obligatoire pour pouvoir divorcer ici en Israël. Alors, à la différence qu'il y a à l'étranger, on va donner l'exemple en France, une personne, elle ouvre son dossier auprès donc d'un juge familial, ok. Il y a effectivement donc tout le process qui englobe les droits de visite, le partage des biens, la pension alimentaire, etc., etc. Tout ça, ça va passer dans les mains de la justice française. Okay. L'étape du guet, elle est complètement séparée. C'est pour cette raison-là qu'on va au consistoire, qu'on va au Beddin, pour pouvoir faire l'étape religieuse. Or, ici en Israël... Tout est mélangé. Pas tout est mélangé. Tout est fait d'une manière à ce que tout est fait dans un seul bloc. Et au-delà même, l'étape du guet aura beaucoup plus de force. Et là, on va après arriver à la question à savoir, c'est clair que un juge rabbinique, les 3 juges rabbiniques qui ont reçu le dossier dès le début, où ils vont parler de tous les sujets, qui soient la pension alimentaire, que ce soit les droits de visite, que ce soit le partage, etc., etc. Les vacances. Ils vont après avoir une force beaucoup plus grande dans le cas où le mari ou l'épouse refuserait de prendre le guet alors que c'est la dernière étape, vu qu'ils ont déjà... La vue d'ensemble. La vue d'ensemble et qu'ils ont déjà jugé. Or que si maintenant l'affaire elle va passer auprès d'un tribunal civil, quand ils vont venir au Beddin, bon, c'est juste pour la question du guet alors qu'ils n'ont pas vu tous les antécédents et tous les éléments qu'ils ont amenés à la question du divorce. Justement, pourquoi il y a une idée reçue dans la société israélienne qui dit que lorsqu'un homme dépose son dossier au Beddin en premier, la femme risque d'être moins bien lotie. En tout cas, on dit toujours que les tribunaux rabbiniques sont plus proches des intérêts du mari. C'est faux, c'est vrai? Pourquoi on dit ça? Alors déjà, à l'heure actuelle, cette vision-là, elle est complètement fausse. À savoir qu'il y avait une certaine vision de dire oui, les rabbins, le Beddin, ils sont plus proches des hommes, des maris, alors qu'aujourd'hui, on voit très bien que au niveau des pensions alimentaires qui sont données, ne serait-ce même que, sans même parler même de l'histoire de l'argent de la ketouba que la femme est en mesure de pouvoir le recevoir. Il faut savoir que on va regarder un petit peu les décisions qui sont données dans les tribunaux civils, où on va prendre en considération très souvent les avoirs de l'épouse. C'est-à-dire que si la femme, elle travaille, ce qui est aujourd'hui la plupart des cas, oui. Okay, automatiquement, ça va être pris aussi en considération pour diminuer la pension alimentaire. Oui. Donc, alors que... Ça, c'est dans les tribunaux civils. Dans le tribunal civil. Et très souvent aussi, on va regarder aussi... Alors, l'approche, elle était de dire, oui, mais... le tribunal religieux va regarder les possibilités d'argent que le mari a, alors que le civil, il va regarder le train de vie que la personne a eu. C'est faux. De toute manière, quand on regarde aujourd'hui les décisions du tribunal religieux, elle reste qu'il y a toujours un minimum qui se doit être donné pour un enfant. Et ce minimum-là, aujourd'hui... Si on va regarder dans les tribunaux civils, il va se jouer dans l'agglomération. On va arriver tout de suite à l'agglomération géographique
si le dossier il passe auprès d'un tribunal civil à Jérusalem, vu que le taux de vie ici à Jérusalem, il est beaucoup plus bas que ce qui est fait à Tel Aviv, alors il va avoir effectivement des grandes différences entre une décision, elle peut être donnée pour une famille, alors le tribunal civil, il va donner pour une famille de 6 enfants qui habitent à Jérusalem, ils vont donner 8000 shekels, et si on est à Ramat Gan, pour 2 enfants, on peut donner la même somme. Or et il n'y a pas ici vraiment de izoun, il n'y a pas ici un juste poids. De balance, oui. Alors que le tribunal religieux, il reste exactement dans la même idée, dans le même focus, à savoir qu'on va regarder effectivement les besoins. Et c'est complètement faux l'idée de se dire oui, mais le mari n'a pas travaillé. Puis après, combien de fois j'ai été présent où j'ai vu qu'il y a eu des décisions qui ont été données, le mari ne travaillait pas, et ben il était obligé de faire 2 ou 3 travails pour pouvoir subvenir aux besoins de son épouse. Alors à cela, la halakha nous dit, comment ça se fait que la personne était à Avrer Kollel, étudiait dans une yeshiva, et il avait une entrée de 1500 ou 2000 shekels au maximum, et de l'autre côté, l'épouse, c'était elle qui travaillait en tant que professeur, ou différents, ou différents métiers, et c'était elle qui apportait l'essentiel de la parnassa à la maison. Alors quand ils vont passer devant le Beddin, il va dire, mais une seconde, moi j'ai toujours été avrer, j'ai toujours étudié dans une yeshiva, je ne peux apporter que ça. Et là le Beddin va lui dire, effectivement, quand vous étiez quand vous étiez dans l'amour, effectivement, l'épouse, elle acceptait une situation que son mari, il a avrer, il amène ce qu'il peut amener, donc sur ça, et c'est l'idée aussi de l'Aktouba. C'est-à-dire que l'Aktouba, elle accepte la situation, et même si, d'une certaine manière, elle est prête à se priver de travailler. Mais maintenant, une fois que vous êtes divorcé, monsieur, vous devez aller travailler, vous devez faire vivre vos enfants. Donc l'idée de se dire, non, on a peur des... Très souvent aujourd'hui, on a peur du la femme, elle va aller aujourd'hui au Beddin parce qu'elle sait que déjà, elle va être écoutée d'une autre manière. Un autre élément aussi que je voudrais parler avec vous, qui est très important. Aujourd'hui, une femme qui, Dieu nous en préserve, a été trompée. Son mari l'a trompée. Okay, c'est monnaie courante. Malheureusement, il peut y avoir aussi des cas. On va en parler des cas où c'est l'épouse, Dieu nous en préserve, qui arrive. Ça arrive on est d'accord. Okay. Alors, aujourd'hui, ce côté-là, de venir devant un tribunal civil, il est vulgarisé. On dit, bon, après tout, c'est la vie dans laquelle on vit. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est pas vu d'une manière grave, c'est grave. Mais, encore une fois, c'est pas... Il y a une certaine tolérance. Il y a une certaine tolérance, vu que, malheureusement, il y en a beaucoup. C'est la situation un petit peu, c'est ce que le mode de vie aujourd'hui, c'est la vie aujourd'hui que nous vivons, avec avec ce monde de médias, où tout est vulgarisé. Ou de la même manière, le mari, il prend des substances, où le mari il va faire telle et telle chose, il y a une certaine indulgence qui est donnée dans l'idée du tribunal civil, du tribunal, exact, oui. À part, si on arrive vraiment à des cas très graves. Mais par contre, au Beddin, du fait que la Torah, l'Oyamouche, elle n'a pas changé. Donc, ce sont les éléments qui sont des éléments de force qui expliquent que la Torah, elle nous dit une personne qui, Dieu nous en préserve, va voir des prostituées ou aller voir une autre femme que la sienne, c'est une raison de l'obliger à divorcer. Je parle du mari, une personne qui va prendre des substances, ce sont des éléments, c'est ce qu'on appelle une amtala, ce sont des éléments halachiques qui n'ont pas changé. Qui font que le divorce va être vite prononcé. Pas vite, mais au moins il va être pris en considération, et ça va être des éléments assez forts pour pouvoir... Or que si la personne, elle vient, elle dit oui, effectivement, le juge serait plus indulgent, dire bon, c'est pas tellement grave. De l'autre côté aussi, selon la halakha, une femme qui, Dieu nous en préserve, a une relation avec un autre homme, elle est interdite à son mari. Donc elle est interdite à son mari, et aussi elle est interdite à la personne avec qui elle a eu cette relation. Et c'est sur ces bases-là que la Torah, tout ce qui pourrait être dit, le Khatam Sofer, il dit aujourd'hui, le Khatam Sofer, on parle d'il y a 200 ans en arrière, il dit que la différence entre la Torah et la médecine, c'est que la médecine, le plus grand professeur qui va donner son idée, le siècle d'après, ou même des fois même un demi-siècle, ou même un quart d'un siècle, un autre professeur, il va venir, et il va prouver que tout ce qui a été dit par ce professeur est faux, il va donner
une autre idée. Or, la Torah, elle a été Alors, prouvée qu'elle ne bouge pas. ok. Et que ce qui a été donné, Alors ce sont des paroles de Névoie. Et D'accord. sur ça, on ne peut rien faire. Ok, donc on comprend que parfois la femme peut réfléchir à deux fois. Vous incitez les femmes, d'après ce que j'entends, à venir au Beit Din. Je n'incite rien du tout. Non, mais vous leur dites qu'elles seront accueilles, en tout cas, les idées... De la même manière. De la même Au même niveau. D'accord. Okay. Je dirais même plus. Maintenant, on entend souvent aussi, je profite que vous soyez là pour vous poser la question, des maris qui affabulent un peu et qui racontent des histoires sur leurs femmes, comme quoi, dans le même ordre d'idées, elles les ont trompées, etc. Il y a des choses comme ça qui se racontent pour essayer d'obtenir le maximum. Qu'est-ce que fait le Beit Din? Est-ce que le Beit Din enquête? Alors, il faut savoir que le Beit Din, vu comme j'ai expliqué auparavant, où il y a 3 juges, ce sont des rabbanim, ce sont des dayanim, qui, pas simplement qu'ils ont appris les 4 parties du Shulchan Aruch, ils ont aussi cette 5e partie qui est celui de se mettre à la portée des gens et de comprendre. On ne parle pas du tout des rabbanim qui vivent dans un autre monde. Ils savent et ils arrivent à détecter ce qui est dit juste et ce qui est dit faux. Mm-hmm. Il y a effectivement des possibilités qui sont dans les mains du Beit Din qui les utilisent aussi. Et c'est, même si effectivement il y a marqué Al Pishna Imedim Yakum Davar, on a besoin de témoignages, de témoins qui ont vu, ok? Mais il reste quand même qu'il y a ce qu'on appelle une umdena, c'est-à-dire des éléments qui pourraient, raglaim la davar, ce que la Torah nous dit, il y a des choses qui pourraient nous amener à savoir déjà, une personne, un juge rabbinique peut très bien dire, attention, vous allez passer au polygraphe. Et là, on va voir si c'est vrai ou si c'est faux. Très souvent, hein? C'est sérieux. Mais bien sûr. Effectivement, il y a une discussion dans les écrits des sages. Est-ce que une personne qui va venir avec une enquête qui a été faite d'une manière privée, c'est-à-dire il a payé un détective, du fait que le mot privé lui-même se dit que ce détective-là doit amener des éléments. Alors la Torah, là, elle nous dit attention. On peut prendre ça comme élément pour faire peur, mais on ne va pas prendre ça comme monnaie courante. C'est-à-dire, on ne va pas la prendre comme preuve. Mm-hmm. C'est-à-dire, on va la prendre comme élément pour pouvoir faire peur. Et la Torah, elle a cette force. J'étais moi-même présent à une situation où il y avait des éléments qui prouvaient que, malheureusement, il y avait une vie qui se faisait... Une double vie, effectivement. Et là, effectivement, il y avait... Le mari venait avec ses éléments, etc., etc. Mais le Rav Beit Din, c'était le Rav Batsri, il disait, mais attention, j'ai pas entendu, et la Torah, elle nous dit, il faut qu'il y ait effectivement des preuves qui soient assez tangibles. Mmh. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que on est resté, et je vous parle, c'est une histoire qui remonte il y a près de 15 ans, on est resté un peu plus longtemps pour une décision qui devait être donnée. Et lorsque le Rav Beit Din est descendu des marches du Beit Din pour sortir, on a pris la deuxième sortie du Beit Din, donc on a tourné, et là, on a vu cette dame qui effectivement était, une heure avant, était passée devant le Dayan, et elle s'engage dans une voiture. Et là, le Rav Batsri me demande... Notez la plaque d'immatriculation. Chose qui a été faite. Et avec la recherche, parce que bien sûr le Beit Din travaille aussi avec la police, etc., on a pu avoir le nom de la personne qui conduisait et ça concordait d'une manière exacte à ce qui a été dit. Au moment où lorsque le mari est venu raconter qu'effectivement il a des craintes, etc., etc. Donc ce qu'on est sorti, c'est que mais le Beit Din ne s'est pas arrêté là. Lorsque la femme est revenue pour une autre entrevue avec le mari, là, le Rav Beit Din, il a demandé à tout le monde de sortir. Il a dit, ma fille, j'ai des éléments qui sont assez accablants. Il vaut mieux que les choses se fassent. Et là, effectivement, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, effectivement, etc., etc. Donc, la force de la Torah, elle amène qu'on arrive toujours au Cheker HaEmet. On arrive toujours à découvrir la vérité. Alors, justement, puisqu'on est sur Studio Kalita, on essaye d'intégrer au mieux les francophones, de parler de tous les sujets. Il y a un sujet qui touche beaucoup de couples, malheureusement, avec l'Alia Boeing. Il y a des difficultés qui fait que le choc de l'Alia, parfois, entraîne de nombreux divorces dans notre communauté. Alors,
c'est vrai que aujourd'hui, pour vous donner des statistiques sur la communauté française, il faut déjà un petit peu voir les statistiques qu'il y avait dans les années 70 en Israël et 80, 90 et jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, les raisons... Que ce soit les Russes apparemment qui divorcent le plus. Les Russes, effectivement, il y a dans la Ochloussia israélienne, ils sont effectivement par rapport à leur nombre à divorcer, parce qu'effectivement, dans la mentalité, le sujet du divorce n'est pas un tabou, et le mariage aussi, d'une certaine manière, très souvent, ils se disent, bon, on va tenter, on va se marier, on va voir si ça marche pas. Mais attention, moi, je peux vous dire que il reste très souvent très gentleman, hein, et dans les deux sens. C'est-à-dire, on peut bien sûr divorcer sans pour autant créer... Que ce soit la guerre. Voilà, alors, sans que ce soit la guerre. Alors revenons maintenant aux Français. Revenons aux Français, ou même revenons un petit peu à ce qui se passe. Alors, les motifs statistiques, les raisons aujourd'hui, déjà du divorce, après on va arriver à la question du français, c'est... aujourd'hui, la vulgarisation du mariage. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons. L'indépendance financière, la vulgarisation du mariage. C'est ça. Le fait qu'on soit un peu dans une génération jetable et que... Ça, c'est ce que je vous ai dit, effectivement, dans l'idée du Rav Moshe Feinstein, qui dit qu'aujourd'hui, tout se fait très rapidement et on n'a pas ce goût-là d'apprécier. Le Rav Moshe Feinstein, il dit aujourd'hui... Quand il parlait sur l'idée, est-ce qu'on a le droit de faire le kidouche avec un verre en plastique jetable? Il dit, mais est-ce que c'est un titre de verre? Est-ce que ça a son importance? Aujourd'hui, à la table de Shabbat, même si on a de la très belle vaisselle, en plastique, mais elle reste quand même jetable. Donc l'idée du mariage aussi, d'après le Rav Moshe Feinstein, elle est que les gens, ils sont moins à investir. Alors c'est vrai, comme vous avez dit, il y a ce côté aussi, déjà de l'indépendance de la femme au niveau des revenus d'argent. Elle est beaucoup moins dépendante des entrées de la parnassa, donc du mari. Elle-même, elle travaille. Aussi, vice-versa, le mari, il a aussi aujourd'hui un statut, il y a une possibilité de pouvoir en même temps se permettre, on peut dire comme ça, de divorcer, parce que c'est quand même un coût. Il peut se permettre de divorcer. Voilà, et de refaire sa vie, de se remarier, toujours payer, de rester comme ça. Donc l'idée aujourd'hui, et surtout, il y a un autre élément, c'est, comme je vous ai dit, le sujet du tabou. Avant, dans la structure familiale, quand je parle de la structure familiale, ça veut dire que au sein de grandes familles, etc., on parlait du divorce, c'était quelque chose qui était interdit. Alors, au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, s'il y avait dans la famille... Ça a bien changé. Ah, aujourd'hui, s'il y avait un enfant qui divorçait, une fille surtout, on l'envoyait dans une autre ville parce que c'était une honte familiale. Aujourd'hui, c'était plus une question. Heureusement qu'on ça a changé. Là. Effectivement. Il y avait malheureusement combien de gens qui ont souffert et qui sont restés... Malheureusement, ils étaient obligés, pour ces raisons-là qu'on a expliquées, qu'on a évoquées. Et au fond, aujourd'hui, on ne pouvait pas. Le Tzitz Eliezer, le Rav Waldenberg, il prend ça en considération. Il dit qu'une femme qui vient ici en Israël et qui dit, voilà, on m'a obligé, à l'époque, j'avais 15 ans, de me marier avec ce monsieur qui avait, disons, 20 ans de plus que moi. Et aujourd'hui, il y a cette différence de cette mentalité qui a complètement changé. Et donc, elle, entre-temps aussi, lui, il va vieillir et elle va aller. Il prend ça en considération pour dire qu'on peut demander une femme. Elle peut prendre ça comme un élément pour demander effectivement de divorcer, chose qu'avant c'était pas possible. Aujourd'hui, alors il y a beaucoup de raisons. Un mariage trop jeune. Alors, vous voulez que je vous parle des Français ou pas? Moi, je vais vous parler des Français. Voilà, les niveaux intellectuels qui sont différents. Donc ça, ce sont des choses connues. Et l'Alia Boeing, alors, qu'est-ce qui se passe avec les francophones? Alors, à l'époque... Il n'y a pas de statistiques, on n'en a pas. Des statistiques, encore une fois, c'est vrai que la communauté aujourd'hui francophone ici en Israël est importante, ok, mais on ne peut pas encore la séparer d'un statistique comme on a parlé de 11 000 divorces. Chose qu'aujourd'hui, depuis, comme on a dit auparavant, depuis 2014, où il y a ce qu'on appelle ce roc de Ishuv Sirsour, ça veut dire d'essayer... d'avoir recours à un médiateur. Un médiateur, maintenant, au-delà de ça... Hein. C'est obligatoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas présenter un dossier au tribunal, religieux ou civil, s'il n'y a pas eu ce Ishuv Sirsour. Ça veut dire cette demande-là d'essayer
rencontrer déjà un médiateur, rencontrer aussi Alors, une assistante ça peut être sociale un médiateur, une assistante sociale, un avocat. qui ça est peut être qui donné on veut. automatiquement par le tribunal. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un, s'il fait partie du système, comme disait mon maître le Rav Mordechai Eliaou, Donc, l'assistante c'est sociale, Alors, attendez, c'est le tribunal- le Yada Arirta, c'est la longue main du tribunal. C'est le tribunal Du Beth Din. civil ou le tribunal religieux, Exactement. l'un ou l'autre. C'est obligé. Celui Que ce vers qui soit on se religieux, tourne. que ce soit civil, que ce soit pour les différentes religions, que ce soit le tribunal Shahi pour les Arabes, tout tribunal ici en Israël oblige. C'est une loi qui a été votée. Parce qu'il y avait trop de divorces. Il y avait trop de divorces déjà. Déjà ça donne un certain frein. réduit. On doit attendre. Ça Oui, réduit. bien sûr. On doit attendre un minimum de 45 jours, voire 60 jours pour pouvoir enfin déposer Une demande de divorce. une demande de divorce qui sera prise. Alors, bien sûr, il y a une possibilité, s'il y a une demande urgente, de pouvoir être jugé, mais par rapport, dans le cas où si le mari est parti et il y a une crainte qu'il va quitter le territoire, alors à ce moment-là, on donne l'interdiction de sortir du territoire. Ou bien dans le cas où s'il ne donne pas d'argent, là, on peut juger, mais cas par cas, mais Sinon, présenter... la loi générale, présenter- en général, c'est voilà. 40 Et deuxièmement, il y a un à autre 60 élément jours. aussi qui se joue, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses. Je ne parlerai pas contre les avocats. Je sais très bien qu'ils font leur travail et tout ça. Mais c'est vrai que très souvent, il y a cette volonté de laisser traîner, etc. Ça fait gagner un peu de sous. Ça fait gagner. Mais surtout aussi, mais surtout très souvent, moi je suis amené à m'asseoir avec... Des avocats pas avec les avocats, Avec qui avec le mari et la femme. D'accord, avec les couples. Je ok. mets tout le monde de côté. Je mets la belle-mère, je mets la mère, je mets tous les éléments qui pourraient nuire. Et quand on arrive à discuter, on voit que des fois, ils sont très très proches. Ils sont peut-être arrivés à vouloir divorcer, mais divorcer dans la dignité. Divorcer, comme le mot get dit, Gmartov, terminer bien, sans qu'il y ait... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des choses après qui vont suivre. Il y a des enfants, très souvent, on continue notre vie. Et très souvent, ce Yishuv Sirsour, il est de pouvoir déjà arriver à discuter et de mettre à plat certaines choses et pour pouvoir diminuer les situations où on se trouve face au tribunal, où on arrive à une situation où il n'y a plus aucune limite. Et là, effectivement, il y a des choses qui sont dites. Il ne faut pas oublier une chose, que selon la loi, tout est noté dans un protocole. Mm-hmm. Dans ce protocole-là, il y a des choses très graves qui sont dites. Vrai ou pas vrai. Mais retirer quelque chose qui a été noté, c'est pas la même chose que de retirer quelque chose qui a été dit. Donc même pour divorcer, on va dire, dans un climat plus apaisé, vous... Ce Yishuv Sirsour, il travaille. Il va dans ce sens-là. Même si à la fin, on ne va pas se remarier, on ne va pas se rabibocher, mais en tout cas, le fait de passer par un médiateur, un coach, quand on n'est pas religieux, c'est pas forcément... Alors ça on va dire que cette loi, elle aide un petit peu à freiner, à calmer les choses, à calmer les esprits. Et essayer à trouver des arrangements. Alors, on a évoqué les Français, oui, l'Alia Boï, mais pas que. Il y a aussi beaucoup le choc de l'Alia, parfois, ça crée des... Effectivement. Quand on a créé, il y a maintenant 19 ans, le Yichud HaRabbanim, ouais, c'était aussi pour ça. Le Rav Pultorak Zichron Livracha était parti voir, moi-même j'ai accompagné, après il y a eu donc le Rav Shlamé et d'autres Rabbanim avec qui on travaille. On est parti voir les grands d'Israël. Et on a parlé essentiellement des Français. Effectivement, il y a 20 ans en arrière, les grands d'Israël avaient déjà vu ce qui est aujourd'hui en train de se faire. Veshavu banim likvulam, c'est-à-dire il y a aujourd'hui une grande alia qui se fait et que la communauté française, elle commence à prendre effectivement un poids assez important. Maintenant, comme on voit dans la Megillah de Esther, qu'on va bientôt lire là, dans moins d'un mois, où il y a marqué là-bas la sot kirtzon ish vaish, déjà et un autre élément qui se dit aussi, Medina umdina kirtava ve'am va'am kilshono. Chaque pays avec sa manière, comment ça doit être écrit, et chaque peuple avec sa langue. Ça veut dire que des fois, la mentalité française, c'est une mentalité qui est différente que la mentalité américaine. Si on parle déjà même au niveau des statistiques, si on a parlé de 2 statistiques, aux États-Unis, un couple sur 2 divorce. Ici en Israël, on est un couple sur 6. Okay. Maintenant, la mentalité française,
Alors déjà, il faut connaître, il faut avoir vécu en France, il faut connaître, il faut comprendre les différences aussi de culture. Donc tous ces éléments-là nous ont amenés, à la demande du Rav Ovadia Yosef, à la demande du Rav Eliashiv, du Rav Mordechai Eliyahu et d'autres grands d'Israël, de créer une structure qui est adaptée pour les Français et pour les francophones. Mais ça donc veut dire effectivement, qu'on peut être, par exemple, assigné par son mari à un tribunal rabbinique à Tel Aviv, à Ashkelon, à Beersheva, et demander à être jugé par votre Beddin. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas. Nous, on reste quand même un tribunal privé. D'accord. On vient aider. On est là pour pouvoir faciliter. D'accord. Ça veut dire, nous, ce qu'on va faire, on n'est pas amené, ici en Israël, c'est interdit à un tribunal privé de faire un guet. D'accord. Ça veut dire, de la même manière que le mariage religieux, tout doit se faire, un tribunal privé, c'est interdit. On est là pour pouvoir rassembler, pour pouvoir nous asseoir, pour pouvoir faciliter, et effectivement, lorsque est dirigé, et très souvent, si on est pris en considération, on est demandé les différents tribunaux de l'État d'Israël qui font appel à nous pour différents cas, pour différents dossiers, pour faciliter, pour pouvoir avoir cette discussion, pour pouvoir aider, pour pouvoir diriger lorsqu'il y a des situations de femmes qui sont en attente de guet, etc., un sujet qu'on parlera une prochaine fois, mais il reste quand même... Alors, quand on parle maintenant de la Lia Boeing, c'est l'idée que Rav Pulterak, Zichrono Livracha, avait vu que, et c'est dans cette idée-là qu'il a créé le CERFI, c'est un organisme qui s'occupait d'aider à la Aliyah et surtout à donner une possibilité de pouvoir rentrer, de pouvoir s'associer, de pouvoir, je dirais même plus que s'associer, pouvoir être ancré dans la société israélienne. D'accord. Et cela à certains niveaux. Déjà, pour commencer, pour pouvoir diriger les Olim dans un contexte qui est adapté à ce qu'ils ont vécu en France, au niveau des écoles, au niveau de la structure, alors, au niveau de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il faut comprendre, l'Alia Boeing, ça veut dire que le papa s'en va en général, parfois c'est la mère aussi, il faut savoir, et parfois c'est les deux, chacun un tour de rôle. Donc le papa s'en va, on va dire, le dimanche, il revient, c'est une catastrophe. Il revient le jeudi pour passer Shabbat et il repart. Il revient le jeudi soir avec le fameux vol de El Al, où j'étais amené moi à le faire. Moi je n'ai pas fait de Alia Boeing, mais par contre je suis amené à être très très souvent en France. C'est crevant, c'est un vol qui est crevant. Alors déjà pour commencer, il faut qu'on soit soudé dans le couple. Or que si le mari, il a amené, ou la femme, ils sont amenés à devoir travailler à l'étranger, alors ils sont pris complètement par leur travail, automatiquement c'est l'éducation qui prend un coup, c'est le couple qui prend un coup. Ils sont déconnectés. Et sans parler aussi cette habitude, cette coutumance de vivre seul. De vivre seul, et très souvent, on peut arriver très facilement à l'interdit. Une deuxième vie ailleurs. Une deuxième vie qui après va engendrer des problèmes. Alors, s'il n'y a pas, et c'est l'idée qu'on nous dit que pour qu'il y ait une structure familiale, il faut qu'il y ait le père, il faut qu'il y ait la mère. Tout ce qui est autre que père et mère n'est pas appelé une cellule familiale, et vous pouvez comprendre ce que vous voulez. On a besoin d'avoir une entente. Un enfant a besoin d'avoir son père et sa mère. Ils doivent partir dans la même idée. J'ai vu une explication du Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui parle sur le Ben Sorer Umoré chez Noshoma Bekol Aviv ou Bekol Imo. Il dit la chose suivante, il dit que pour que on n'arrive pas à un enfant qui soit un renégat, on a besoin qu'il y ait Kol Aviv Vekol Imo. Ça veut dire qu'il y ait la voix du père et de la mère qui viennent ensemble, qui se disent la même chose. Or là, le père est à l'étranger, alors il va venir avec les cadeaux, etc., etc. Le fils, il dit, bon papa, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Alors que la maman avait dit le contraire. Et ça crée des situations, et ça crée des conflits, et ça amène très souvent au divorce. Ok, donc c'est bien d'alerter. Bon, je sais pas qu'on va rien régler ici, mais c'est vrai que on essaye de parler de choses qui font aussi partie, malheureusement, du quotidien. Vous avez parlé aussi du quotidien, mais il y a au-delà de cela,
il y a aussi l'intégration. Eh bien le oui, mari ne sera jamais intégré. Oui, tandis que la femme et les enfants s'intègrent. Ils deviennent israéliens. Ils deviennent israéliens. Lui, il reste français dans la moitié française, etc., etc. Et ça, alors c'est vrai que il y a. C'est-à-dire que quand le mari rentre, il perturbe l'ordre établi, en fait. C'est ça. Oui, et surtout qu'il va gâter les enfants. Ouais. C'est compliqué. Qui va dépasser de ce qui est habituel, tout ça. Pourquoi ? Pour pouvoir combler le manque. C'est un peu compliqué parce que, en même temps, sans le mari qui est à l'étranger, la famille n'a pas de moyens de subsistance. Alors pour cette raison-là, le Rav Poultora, qui était de cet avis, a été peut-être critiqué, mais nous on était de cet avis. Faire la Aliyah à tout prix, c'est interdit. On ne monte pas pour une idéologie. Alors là, on va. Ah si. Ah si. On monte en Israël, mais il faut qu'on ait des bases solides. Il faut préparer pour rester ensemble ici. Je ne dis pas maintenant se préparer au niveau argent, parce que l'argent, on voit, ça vient et ça part, et les gens qui sont venus avec de l'argent, ils sont revenus sans rien, etc. Mais moi, je parle d'avoir une conviction, de savoir où est-ce qu'on va, d'avoir une école, d'avoir une structure, d'avoir un endroit, d'avoir une suiva, d'avoir beaucoup de choses. Maintenant, venir et monter en Israël parce qu'il faut monter, non pas, on ne crie pas au secours. C'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est le divorce aussi. Et notamment, on va parler du guet, parce que c'est vrai que le tekes du guet, la cérémonie du guet, donc c'est le papier, en tout cas le document, je sais pas comment on peut appeler ça, le contrat. Comment vous voulez traduire ça, le guet? C'est ce qu'on appelle un tekes. Oui, la cérémonie, mais cérémonie, je veux dire, c'est plus cérémonie. C'est une cérémonie. C'est une cérémonie qui doit se faire selon les règles de la halakha. Voilà, et c'est une cérémonie qui vient de loin, et pour certains grâce à Dieu qu'elle vient de loin, qui se sont mariés sous la choupa, mais qui ne sont pas du tout pratiquants, et qui après, au cours de leur vie, sont amenés à divorcer. C'est un vrai traumatisme parce que pour eux, ils attribuent ça à une cérémonie un peu ancestrale, un peu, je sais même pas comment qualifier ça, mais disons qu'ils sont très très loin, très choqués. Il y a beaucoup de gens qui sont très très choqués, et j'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est que ce tekes du guet, cette cérémonie. Alors, quelque chose qui choque, c'est quelque chose qu'on n'a pas été prévenu. Ok, exact. Ou quelque chose c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Voilà, ou quelque chose qu'on n'a pas expliqué, ou quelque chose qu'on n'a pas donné, on va dire, une raison, bien qu'il y a effectivement, selon la Torah, les chukim, les dot et les mishpatim, il y a un chok, c'est quelque chose, c'est une décision, mais là, ça ne rentre pas dans cette catégorie-là. C'est quoi cette cérémonie? Alors, avant de parler de cela, il faut savoir que la Torah, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été noté, ce sont des choses qui sont adaptées jusqu'à la fin du monde, et on restera toujours, la Torah n'a pas été changée d'un iota, et c'est ce qui fait que le peuple d'Israël a été préservé. De la même manière qu'aujourd'hui, dans le domaine médical, dans le domaine physique, on va expliquer certains éléments de la Torah qui vont... Alors, c'est vrai que pour certaines on va focuser un peu, parce que sinon, je vais aller juste sur un point. Quand on parle aujourd'hui des lois de Taharat HaMishpacha, de la pureté familiale, alors les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Il y a certaines femmes, effectivement, pour elles, c'est quoi cette attente, 7 jours, etc., le mikvé. Or que maintenant, médicalement parlant, ça a été prouvé qu'effectivement, ça évite énormément de problèmes. La même chose... On est obligé de faire court, parce que malheureusement, le temps qui nous est... Voilà, on se focalise sur le guet. Voilà. Il y a 3 termes qui sont utilisés dans le guet et qui sont... Avant d'arriver à ces 3 termes, je vais donner une explication avant très très courte. Ouais. Le guet en lui-même, c'est d'une certaine manière, c'est le seul moyen qu'on a de pouvoir séparer un couple. Quand je dis séparer, ça veut dire... Séparer ce qui a été béni par Hachem. Qui a été béni par Akadosh Baruch Hu, par les kiddushin, par la sanctification. Lorsqu'il lui dit « Areat mekudeshet li betaba adzok edat Moshe v'Israël », tu as été sanctifié avec 2 témoins qui sont cachers et qui ont vu cette action-là, et que la femme, elle a accepté, et que le mari a dit donc cette fameuse phrase, automatiquement, il y a eu cette jonction, il y a eu ce lien qui est inébranlable, qui ne peut pas être séparé par aucun moyen. Donc le seul moyen, la Torah nous l'a donné, c'est Vekatavla Sefer Kitut Venatan Beyada, c'est de faire le guet, ce qu'on a ici. Je ne sais pas si vous le voyez, il faut le montrer à la caméra. Voilà, là c'est mieux. Okay. Ou effectivement, dans le guet qu'on a ici, on a effectivement, c'est écrit sur un papier, c'est écrit par un scribe qui à la demande du Beddin. Alors effectivement, il y a ici 3 mots. Il y a des termes qui sont rapportés dans la Torah qui ne laissent aucune trace
ou même laisser quelque chose qui pourrait relier le mari et la femme, ce qui pourrait après lui permettre à pouvoir se remarier avec tout homme, bien sûr, sauf avec un Cohen, parce qu'un Cohen n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Ouais. Mais ça veut dire que tous ces éléments-là, ils sont rapportés ici, à savoir la date, l'endroit, les noms, les prénoms, les diminutifs, tout ce qui pourrait relier. Maintenant, la raison pour laquelle on le fait de cette manière et qu'on va donner tous ces détails, pour ne pas qu'il puisse être utilisé, c'est quelque chose qui est unique. Voilà. C'est quelque chose qui est unique à la personne. C'est ce couple-là. Avec, bien sûr, ici, on voit ici les 2 signatures des 2 témoins. D'accord ? Alors, ce papier-là, il doit appartenir au mari. Le scribe qui va l'écrire, c'est à la demande du mari, c'est sous l'ordre du mari. Okay. Il y a ici 2 témoins qui sont signataires, qui vont voir, c'est ce qu'on appelle les edictiva et des messiras. Ça a été fait le mariage a été fait avec 2 témoins, on se quitte avec 2 témoins, c'est pareil. Si vous voulez comme ça. Avec des mots un peu durs, mais... Non, pas du tout. Pas du tout. Voici ton guet, et reçois ce guet, et par ce guet, tu seras répudié de moi. Ouais. Répudié, ça peut être aussi être interprété séparé complètement, dès maintenant, et tu es permise à tout homme. Le Tekkas en lui-même, il fait pas peur, vu que la femme, d'une certaine manière, c'est pas elle qui va intervenir, vu que c'est... Elle est là, elle accepte. Bien sûr, attention, elle n'accepte pas à tout prix. On demande aussi si elle accepte, si elle est prête. Et bien sûr, il y a quelque chose, ça doit se faire selon des règles très strictes de la halakha. Il faut savoir que Dieu nous en préserve. Un guet qui n'a pas été fait comme il se doit, ça reste la femme mariée. Et si Dieu nous en préserve, cette femme-là, mariée, elle n'a pas reçu son guet, ou si elle a reçu son guet pas comme il se doit et tout ça, elle va avoir une relation avec un juif. Les enfants, ils sont mamzer. Ils ne peuvent pas rentrer dans la communauté juive. Donc maintenant, pourquoi ça ? Pour préserver le peuple d'Israël. Pour ne pas que la femme ou le mari puisse gambader, puisse aller comme des papillons, une fois par-ci, une fois par-là. Comme la chef de Monsieur Seguin. Bon, je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, dans l'histoire, ça s'est terminé d'une manière tragique. Ouais. Mais là, non. Là, ça se termine d'une manière à ce que la Torah est très claire. Alors, je vais juste terminer avec un mot. On est obligé de conclure. Voilà. Alors, je vous ai remis une surprise à l'antenne. Une petite surprise. Allez-y. Pour vous dire que la Torah n'a jamais changé, que effectivement c'est resté comme ça a été aujourd'hui, Bayami Mahem Bazmanazé, comme c'était à l'époque, ça restera toujours, et que la force est que dans chaque communauté, il y avait toujours la vie communautaire qui demandait qu'il y ait un Rav, qu'il y ait un Dayan. J'ai ici, dans une enquête qu'on a fait concernant un statut personnel, on a retrouvé un guet qui a à peu près 150 ans, comme vous voyez ici. Et c'est le même. Et pour tout vous dire, ce guet-là, il vient de Khartoum, la capitale du Soudan, où sont arrivés les premiers Juifs en 1898. Ils sont venus d'Égypte, du Caire. Et il y avait un grand décisionnaire, un juge rabbinique, qui s'appelait le Rav Shlomo Malka, qui était originaire de Fès, qui était du Maroc, qui est venu en Israël. Il a été juge rabbinique à Tibéria. Il est passé après en Égypte, et là-bas, le grand rabbin d'Égypte lui a dit, il y a une communauté juive à Khartoum, au Soudan. Et à la différence qu'il y a au niveau de l'écriture, ça veut dire, comme vous voyez ici, j'ai regardé tous les détails, et c'est écrit exactement dans les mêmes termes et dans les mêmes mots, pour vous dire que ce guet-là, tel qu'il a été écrit, il a été depuis l'époque de Moshe, et il continuera à être le seul moyen pour le peuple juif de pouvoir faire le divorce selon la halakha. Le divorce selon la halakha. Dayan Yaakov Chaviv a parlé. Merci beaucoup. C'est à vous. Je suis désolée de vous avoir un peu pressé, mais on a concentré les choses. On est obligé de concentrer. Merci. Vous reviendrez pour nous parler des Agunot. Voilà, c'est un statut des femmes qui attendent le guet d'un mari récalcitrant pour qui. Les femmes qui sont enchaînées. Qui sont enchaînées. Exactement. On en parlera une autre fois. Merci beaucoup. En tout cas, et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.